Défi 30 fois Rabelais, tout le mois d'avril. On attaque le 16, on est à la moitié, Pantagruel, Gargantua, entre une petite pause, Pantagruel et une pronostication, et on attaque tiers-livre et quart-livre. Alors, la différence, c'est que Pantagruel, Gargantua, on a souvent une idée qui préexiste, tiers-livre, quart-livre, eh ben, je vous prends sur mon dos, je vous prends sur mes épaules, et on craint, putain, on y va, ensemble. Mais il faut que je vous raconte un petit peu, à mesure, ce qui se passe dedans. Pourquoi c'est de la légende, mais pourquoi? Moi, je fais pas de montagne, c'est trop haut, mais je pense que la montagne, c'est un petit peu comme ça. Plus on monte, plus que les paysages sont beaux. On y va dans Tiers-Livre. Votre conseil, dit Panurge, ressemble à la chanson de Ricochet. Ce sont que sarcasmes, moqueries et redites contradictoires. Les unes détruisent les autres. Je ne sais auquel me tenir. Aussi, répond Pantagruel, en vos propositions, tant il y a de si et de mais que je n'y saurais rien fonder ni rien résoudre. N'êtes-vous assuré de votre vouloir? Et voilà, en 5 lignes, on a tout. On a le fait que le thème du tiers-livre, c'est la langue, c'est l'intérieur de la langue, c'est les contradictions internes de la langue. Et puis, il y a un seul thème. N'êtes-vous assuré de votre vouloir? Et ce thème, on va l'explorer en dépliant toutes les figures possibles de la langue. C'est-à-dire que si on a besoin peut-être non pas d'une boussole, mais de quelque chose qui nous permette de lire ce livre en s'accrochant comme à une corde et en fonçant tout devant, c'est juste ça. Dans la première partie, on va regarder la langue tout simplement à partir de comment elle est d'emblée utilisée. Si je parle, qu'est-ce qui se passe quand je parle? Et puis ensuite, les livres, ils disent la vérité. Donc je prends un Virgile et je l'ouvre au hasard. Qu'est-ce que me dit la première ligne? Et est-ce qu'il y a cette vérité qui est dans l'intérieur des livres? Je peux m'en saisir. Évidemment, c'est pas si facile que ça. Alors, ensuite, le premier truc, ce sera de dire, et quand la langue, je ne la contrôle pas, parce que ça va être aussi continuel dans le tiers-livre. Donc, on va rêver. Et ce que je vois en rêve, qui n'est plus langue mais image, est-ce que je peux l'interpréter? Et ça, ce sera le premier chemin. Dans le deuxième, on va partir chez tous ceux, celles aussi, qui utilisent la langue comme manipulation du réel qu'elle nomme. C'est la Sibylle, la devineresse de campagne, ça on va très vite aller rejoindre la Sibylle de Panzout. C'est l'astrologue avec toutes ses techniques, on va regarder ça de près. Les poètes, oh ben non, parce que les poètes ils font que mentir, c'est connu. Oui, mais on dit que les poètes, quand ils meurent, là, pendant un tout petit instant, ils n'osent plus mentir. Donc on va aller voir un poète au moment de sa mort, Ramina Grubis. Et puis on va continuer. Ensuite, il y aura le médecin, le philosophe, le théologien, le juge, et on finira sur quoi? On finira par le fou. Alors, entre-temps, il y a d'autres figures que j'ai laissées. Mais par exemple, quelqu'un qui est sourd-muet de naissance, quand il fait avec ses gestes et qui mime des trucs, est-ce que là, il y aurait une vérité? Mais oui, mais à chaque fois, il s'agit d'interpréter. Et interpréter, ce sera toujours contradictoire. Sois assuré de ton vouloir. Et vous voyez, si on a ce guide pour aller dans le tiers-livre, qu'on regarde simplement comment travaille la figure de langue par rapport au réel sur lequel on a besoin de conscience, de savoir comment se comporter. C'est cette phrase si belle de Rabelais, je ne construis que pierre vive, ce sont hommes, c'est là, c'est dans le début de ce tiers-livre aussi, dans ce paradoxe sur les detteurs et emprunteurs. Alors, sois assuré de ton vouloir, soyez assuré de votre vouloir, dit Pantagruel à Panurge. C'est-à-dire qu'une fois que la décision est prise, on s'y astreint et là on verra clair. Alors de quoi il s'agit? Sois assuré de son vouloir. La question de Panurge, évidemment, elle est farce.
Dois-je me marier ou non? Demande Panurge. Alors, il y a tous ces vieilles trucs, la querelle des femmes. Mais la querelle des femmes, ça remonte à 30, 40, 50 ans en avant. Je dirais, c'est une espèce de fantôme. Ce fantôme-là, on n'y touche pas, parce que ceux qui tombent dans cette querelle, franchement, pour Rabelais, ça vole bas. Donc, on a mieux à faire. L'important, c'est d'avoir que cette discussion, c'est comment se comporter dans le monde en humanité. Comment se comporter dans le monde. Tira Panurge à part, doucettement lui remontra que si ainsi voulait vivre, n'être aucunement ménager, impossible serait, ou pour le moins bien difficile, le faire jamais riche. Riche, répondit Panurge. Avez-vous là fermé votre pensée? Avez-vous en soin pris me faire riche en ce monde? Pensez vivre joyeux de par le bon Dieu, les bons hommes. Autre soin, autre souci ne soit reçu au sacro-saint domicile de votre céleste cerveau. Oh, le beau mot! Ce patron, figurez-vous notre microcosme. Ideste, petit monde, c'est l'homme. En tous ses membres prêtant, empruntant, devant, c'est-à-dire en son naturel, car nature n'a créé l'homme que pour prêter et emprunter. Plus grande n'est l'harmonie des cieux que sera de sa police. L'intention du fondateur de ce microcosme est entretenir l'âme, laquelle y a mise comme hôte, et la vie consistant en sang, sang est le siège de l'âme. Pourtant un seul labeur peine en ce monde, c'est forger sang continuellement. En cette forge sont tous membres, etc., etc. Évidemment, c'est magnifique. Alors pourquoi le fait que le tiers-livre soit resté un petit peu comme ça dans les limbes, une affaire de spécialistes, alors que pour nous, aujourd'hui, dans ce retour sur notre propre langue, ce sont des figures qui sont tellement actives. C'est de la faute à Rabelais? Pas non, parce que par exemple quand on met le Gargantua après le Pantagruel, c'est cet arbre qui cache toute la forêt. Là, avant qu'on parte vraiment dans le tiers-livre, une sorte de petit pont, une sorte de petite bascule, juste mettre en avant ces deux incohérences. C'est-à-dire que pendant 150 ans, on a dit « Oh, le tiers-livre », c'est absurde, c'est incohérent. Et puis nous, depuis, disons, 20, 30 ans, avec des gens comme Gérard Defoe, comme François Rigolo, Michael Scritch, avec son côté sur la religion qui est moins gai, et puis Mireille Huchon sur des plans plus linguistiques, mais Jean Paris aussi, sur Panurge et Hamlet. Tout. Pour nous, précisément, c'est ce lieu contradictoire du tiers-livre qui en fait cet objet détaché de tout. Alors, deux exemples de ces incohérences. Alors, vous savez que Pantagruel, on est parti conquérir l'utopie. L'utopie, c'est de l'autre côté du monde, pays d'utopie. Et puis Pantagruel a récompensé tous ses suivants. Donc Panurge, dans son domaine de Salmigondie, lui, il mange toutes ses richesses. Il mange son blé en herbe. Et Pantagruel le reprend. Et cette discussion, elle s'installe à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait de soi-même sur Terre une fois? Et puis, à mesure que la discussion avance, bien tout d'un coup, il s'agit, Panurge, donc il y a cette magnifique scène où il se met la puce à l'oreille, c'est-à-dire qu'il se fait mettre une boucle d'oreille dans laquelle est enchâssée une puce. Et la preuve de ce que nous dit Rabelais, c'est que la puce était noire. À ce vérifiez que ne vous compte invention, etc., etc. Et Panurge, une fois qu'il a la puce à l'oreille, on va aller enquêter. Une fois qu'on a fait, je vous dis, ouvrir les livres, rêver, eh bien, tout d'un coup, on ouvre la porte, on sort de ce lieu qui n'est pas plus déterminé au début du tiers-livre que le sont les parvis de Racine ou de Molière. Et dès qu'on sort, où est-ce qu'on est? Bien justement, en plein Chinonais, à Panzoult. Alors tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est-à-dire, on a fait 9 petits chapitres merveilleux, mais tout d'un coup, on sort et on a ressurgi de l'autre côté du monde. On a ressurgi dans le pays d'enfance de Rabelais. Or, il se trouve que Rabelais, apparemment, n'est pas revenu jamais dans son Chinonais natal. Dans cette période, après le Gargantua, il fait quoi? Il est en Italie. Il est au service de Guillaume de Langeais, qui administre pour
le roi de France, cet outremont que représente Turin et l'Italie du Nord. On sait que Rabelais est très occupé, et a priori il est la plume de Geoffroy de Langeais, il fait des rapports officiels, etc. etc. Ça n'empêche pas une écriture, ça on va le regarder petit à petit, à mesure qu'on avancera dans tiers livre, quart livre. Probablement, il y a un rêve. Ce rêve, c'est un tour du monde, une circumnavigation. Et là, on ne va pas se détacher de ce fil continu dans les 15 jours qui nous restent. Au terme de ces 11 ans, Rabelais publie le tiers livre. Et puis, tout d'un coup, cette incohérence, c'est que quand on sort du lieu, j'allais dire, abstrait des paroles pour entrer dans le monde où les paroles deviennent effectives, on re-rentre dans le territoire de l'enfance, dans lequel, a priori, on n'est jamais revenu. Et là, on va entendre les cloches entre Cande et Varennes. On va faire venir le fou qui est à 60 km de là, de Blois jusqu'à Chinon sur la Loire, etc. Alors, première incohérence. Eh bien, si nous, cette incohérence, on la traitait comme liberté, si on la traitait comme la magie, justement, que les paroles puissent faire surgir des mondes. Comme je ne veux pas vous embêter, tout de suite, la deuxième incohérence. C'est-à-dire, on est parti sur le Pantagruel, invention stricte de Rabelais, avec un personnage bouffon qui s'appelle Panurge. Et puis vient, 2 ans après, un livre avec un statut, un rapport à la réalité bien différent, mais qui est censé être l'histoire de Gargantua, père de Pantagruel, 400 ans avant, qui donne ses effets de vieux livres, de livres au début de ligne mangés par les rats, de langue même utilisant des choses, des marques que déjà la langue a abandonnées derrière elle. Et puis, le rôle du bouffon est tenu par quelqu'un qui n'a plus rien à voir dans la forge du personnage, avec les outils techniques dont disposait Rabelais dans son premier livre, pour Panurge, c'est ce frère Jean des Entomures, le sac de Seuilly, etc. Gargantua, comme on est chez les géants, a vécu 400 ans avant Pantagruel. Et bien tout d'un coup, dans le tiers livre, on a un moment où Panurge est sans cesse confronté aux personnages qu'on sait être ceux de la suite de Pantagruel. Et là, dans ces personnages, tout d'un coup, il y a le moine, le frère Jean, qui paraît. Alors, est-ce que Rabelais va corriger ? C'est ça qui est l'autre incohérence. C'est-à-dire qu'il y a ce petit passage très discret où nous-mêmes, on dit « Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, ce frère Jean-là ? Il ne devrait pas être là, mais bon, pourquoi pas ?» Et puis 2 chapitres plus loin, eh bien, il se retrouve face à face. Et là, on va le regarder de près. Est-ce que ce sera après-demain, je pense, à ce chapitre où frère Jean et Panurge se trouvant face à face, quelle est la réaction de Rabelais ? C'est dire « Oula, il y a un trop ?» Non, c'est-à-dire qu'ils se regardent le visage l'un de l'autre et tout simplement, ils comprennent qu'ils sont les 2 faces de la même fonction narrative et puis que tout d'un coup, ce jeu temporel qui les sépare, eh bien justement, ça va être le biais de création langagière. Et ça, c'est la deuxième chose que la brave université encroûtée si longtemps reprochée à Rabelais, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce truc où 2 personnages qui ont vécu à 400 ans de distance, mais accomplissant chacun la même fonction de bouffon, se retrouvent face à face. Bah ouais, mais justement, dans le tiers livre, ils sont face à face, et puis ce face à face ne va plus cesser, et c'est ce qui va engendrer dans le quart livre, avec la disjonction progressive des 2 bouffons, la tempête et toutes les merveilles qu'on va voir ces 15 jours. Donc, je vous préviens de suite, le tiers livre, c'est une double artificialité, une double incohérence, mais précisément dans ce mouvement de casser le monde, casser la coquille, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est l'irruption de la langue, des modes de la langue et de cette question, seule, unique, sois assuré de ton vouloir. Assuré de son vouloir, pourquoi ? Pour marcher, pour avancer dans le monde. Et c'est pas pour transformer le monde, mais simplement à partir du moment où on sait ce qu'on veut, soi-même, intérieurement, dans ce qu'on fait au monde, eh bien, le monde a peut-être des chances d'aller mieux, se transformer.
se considérer lui-même avec un peu plus d'amour, de respect, de dignité. Et pour ça, moi, que j'aime énormément, le tiers-livre. Alors, est-ce qu'il y a un bout à ça? Ouais, alors le bout fait aussi partie de ces magnifiques incohérences. Au bout, on s'embarque. On s'embarque dans quoi? On s'embarque dans ce grand voyage de la navigation circumterrestre qui va finir dans les pôles, dans la mer glaciale. Et donc, on a un embarquement. Et donc, a priori, on a cette hypothèse que Rabelais, travaillant à son grand récit de navigation d'île en île, qui sera le quart-livre, en fait, est sur une ébauche globale. Il y a ce qu'on appelle le 5e livre, qui sont des fragments publiés après sa mort, qui sont très bizarres parce que Rabelais a cannibalisé une partie de ces choses-là lui-même dans son propre quart-livre. Donc a priori, il y aurait une ébauche un petit peu générale de ce voyage vers l'oracle Bakbuka, qui révélerait, la bouteille qui s'ouvre, qui révélerait au langage sa propre objectivité, mais il n'y aura que ça qui en sortira. Et puis cette ébauche, eh bien, dans le moment de l'embarquement, tout d'un coup, il y a un énorme dépli, une énorme zoom, une énorme fractale. Et puis ce moment où on va s'embarquer, pourquoi on s'embarque? Pour chercher la réponse à ce soi assuré de son propre vouloir. Et donc, on regarde toutes ces figures de la langue avant l'embarquement. Et donc, le tiers-livre, c'est une sorte de prologue au quart-livre qui est devenu livre lui-même. Et puis, au terme du quart-livre, j'annonce la couleur, il y a cette fin qui est totalement ouverte, c'est-à-dire c'est arrivé dans la mer glaciale où les choses vont se mettre dans leur ordre alphabétique. On a tellement de choses à regarder dans le quart-livre. Et puis, la fin du quart-livre reste ouverte. Est-ce que Rabelais aurait pu la continuer? Oui, il a vécu encore 2 ans après ça, dans une grande misère, dans une situation d'exil qui est vraiment triste. Triste et pauvre. Mais il aurait pu boucler l'aventure. Ben non, c'est la magie de ce quart-livre, c'est cette fin ouverte. Et la magie du tiers-livre, c'est que c'est cette figure de l'embarquement qui est que juste avant l'embarquement, on examine le pourquoi de l'aventure. On y va ensemble. On commence par quoi? Si on allait voir la Sibylle de Panzou. Un très bon viticulteur. On en reparle tout de suite.